La télévision est censée divertir, mais tout peut mal tourner, ou pire encore, prendre une tournure véritablement sombre. Au fil des décennies, il y a eu des moments à l'écran et en coulisses qui ont choqué le public, brisé des frontières et laissé des cicatrices durables sur la culture pop, et certains sont tout simplement étranges. Vous serez convaincu que l'industrie du divertissement est maudite. Voici les 10 moments les plus sombres de l'histoire de la télévision. Numéro 10, le coup de Bobcat Goldthwait dans le Tonight Show. Les talk-shows de fin de soirée sont généralement un espace pour des conversations détendues et des anecdotes de célébrités. Cependant, en 1994, Bobcat Goldthwait a transformé une apparition typique dans le Tonight Show en l'un des moments les plus imprévisibles et chaotiques de l'histoire de la télévision. Connu pour son humour excentrique, son énergie sauvage, Bobcat était loin du invité habituel des talk shows. Son apparition a commencé par ses plaisanteries décalées, mais les choses ont rapidement dérapé en quelque chose de complètement inattendu. Bobcat a commencé par partager une histoire sur la façon dont il avait brisé quelques téléviseurs lors d'interviews précédentes. Avec un rire, il a suggéré que réaliser des cascades audacieuses était la clé pour rester pertinent dans le circuit des talk shows. Le public a ri, et Jay Leno semblait jouer le jeu, sans se douter de ce qui allait se passer. Soudain, Bobcat a sorti un briquet et du liquide à briquet de sa poche. Jay, essayant de garder une ambiance légère, a demandé si Bobcat se voyait comme un modèle à suivre. Bobcat a répondu avec un sourire, affirmant qu'il était un excellent modèle pour les enfants. Puis, sans avertir, il a trempé sa chaise de liquide à briquet et a mis le feu. Les flammes ont jailli, provoquant un cri d'horreur dans le public. Jay et l'invité, Lauren Hutton, se sont précipités pour éteindre le feu avec leur gobelet d'eau. Heureusement, le feu a été rapidement éteint, mais pas sans conséquence. Jay a forcé Bobcat à se rasseoir sur la chaise trempée comme forme de punition. Bobcat, cependant, n'était pas encore fini et a dramatiquement quitté la scène pour glisser sur le sol mouillé. Les caméras ont capturé chaque moment, et il était clair que Bobcat avait dépassé les limites. Les conséquences les ont été rapides. Bobcat a été banni à vie du Tonight Show et accusé d'incendie criminel. Il a dû payer pour les dégâts et a été placé en probation. Il a également filmé des annonces de service public sur la sécurité incendie. Avec le recul, l'incident est considéré comme une tentative folle d'humour qui s'est terminée par un douloureux rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent trop dégénérer. Numéro 9. L'incendie du stade de Bradford. Imaginez un samedi après-midi typique, le soleil brille, les fans sont entassés dans un stade, tous attendant avec impatience une grande finale de football. Le 11 mai 1985, au stade Valley Parade de Bradford City en Angleterre, les fans se sont réunis pour célébrer le championnat de leur équipe. C'était un moment de triomphe et d'excitation, pourtant personne dans la foule n'aurait pu prévoir la tragédie qui allait se dérouler. Le stade lui-même était loin d'être neuf. Il était vieillissant, avec des gradins en bois usés et des tas de déchets accumulés en dessous. Les fans étaient entassés dans ces gradins fragiles, inconscients du danger qui les guettait. Alors que le match se poursuivait, un spectateur a distraitement jeté son mégot de cigarette sous les gradins, où il a atterri sur un tas de déchets secs. Cet acte apparemment anodin a rapidement déclenché une chaîne d'événements dévastatrices. Ce qui avait commencé comme une petite flamme s'est rapidement transformé en un incendie incontrôlable. Le feu s'est propagé rapidement, alimenté par les matériaux secs et le vent. En 2 minutes, l'ensemble du gradin était englouti par les flammes, envoyant une épaisse fumée noire dans le ciel. La foule, autrefois pleine d'excitation, était maintenant en proie à une panique frénétique pour la sécurité. La situation est devenue de plus en plus désespérée alors que les gens se précipitaient vers les sorties, mais avec des routes limitées, la situation devenait critique. La chaleur était intense et la fumée épaisse, rendant presque impossible pour beaucoup de s'échapper indemnes. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était trop tard. Le feu avait déjà causé des ravages et le bilan était dévastateur. 56 personnes ont perdu la vie et plus de 200 ont été blessées. La tragédie a laissé des familles brisées et une ville entière en deuil. Une enquête sur l'incident a révélé que la direction du stade avait été avertie de l'accumulation dangereuse de déchets sous les gradins. Malgré cela, aucune mesure préventive n'avait été prise. En conséquence, le club a été tenu largement responsable, le conseil local partageant également une partie du blâme. En réponse à cette
Horreur, le gouvernement britannique a introduit des changements significatifs en matière de sécurité des stades. Les gradins en bois ont été interdits, le tabagisme a été prohibé lors des événements sportifs et des réglementations de sécurité plus strictes ont été mises en place pour prévenir des désastres similaires. L'incendie du stade de Bradford reste un rappel frappant de la rapidité avec laquelle une célébration peut se transformer en tragédie. Numéro 8. L'incident Ghostwatch. Une émission de télévision pourrait-elle vraiment provoquer une crise nationale ? En 1992, la BBC a vécu cette réalité lorsqu'elle a diffusé Ghostwatch la nuit d'Halloween. Ce qui a commencé comme une simple diffusion d'Halloween s'est rapidement transformé en l'un des moments les plus troublants de l'histoire de la télévision. L'émission, animée par le respecté Michael Parkinson, promettait une enquête en direct sur une activité paranormale dans une maison ordinaire à Londres. L'intrigue suivait une famille hantée par un esprit malveillant qu'ils ont nommé Monsieur Pipes, tandis que la reporter Sarah Green explorait la maison. Parkinson et un sceptique restèrent dans le studio, analysant les événements de loin. Au début, l'enquête semblait lente, sans fantômes visibles ni objets volants. Le sceptique rejetait les événements comme des tricks psychologiques, et Sarah a même surpris un des enfants en train de simuler un événement paranormal. Pendant un moment, cela semblait juste être un autre spécial amusant d'Halloween, mais ensuite l'atmosphère a rapidement changé. Suzanne, un membre de la famille, a soudainement émis une voix glaciale depuis derrière le canapé, une voix qui n'était pas la sienne. Des ombres étranges se sont glissées dans la pièce. De retour dans le studio, Parkinson et le sceptique ont commencé à paraître de plus en plus mal à l'aise. À la fin de la diffusion, le programme avait complètement changé. La séance de spiritisme à l'écran semblait invoquer Monsieur Pipes et même ouvrir une brèche entre la réalité et la fiction. Les lumières clignotèrent dans le studio et un vent étrange a commencé à souffler. Parkinson, maintenant visiblement désorienté, récitait une comptine pour enfants, Round and Round the Garden, comme s'il était hypnotisé. Puis l'écran est devenu noir. Ce que les téléspectateurs ne savaient pas, c'est que Ghostwatch n'était pas du tout en direct. C'était un drame scénarisé. La BBC avait inclus un avertissement, mais peu de téléspectateurs l'ont remarqué ou s'en sont souvenus. Pour les millions de personnes qui regardaient, ce qu'ils ont vu semblait trop réel. Les conséquences ont été rapides. La BBC a reçu plus de 30 000 appels téléphoniques de téléspectateurs terrifiés et des hôpitaux ont traité plusieurs personnes pour des symptômes liés au traumatisme. De nombreux parents ont signalé que leurs enfants souffraient d'ensemble de cauchemars pendant des semaines. La partie la plus effrayante n'était pas les événements paranormaux mis en scène, mais la manière dont Ghostwatch a habilement brouillé la frontière entre le fait et la fiction. Cela a soulevé des questions sur jusqu'où le divertissement devrait aller. La BBC a promis de ne jamais rediffuser l'émission, mais l'incident a laissé les téléspectateurs questionner le pouvoir de la télévision et la facilité avec laquelle la fiction peut submerger la réalité. Numéro 7. Quand un jeu télévisé s'est arrêté. Imaginez regarder votre jeu télévisé préféré. Des lumières vives, de l'excitation et une compétition amicale remplissant l'écran. C'est le genre de divertissement que K7 Panama offrait aux téléspectateurs chiliens. L'émission testait la force, l'endurance et l'équilibre des concurrents dans un format léger et familial. C'était la manière parfaite de se détendre. Mais un vendredi soir, ordinaire en 2011, K7 Panama est devenu le cadre d'une tragédie nationale que personne n'aurait pu prédire. Lors d'une diffusion en direct, l'animateur Gianfilippe est monté sur scène en tenant un micro, son visage inhabituellement sérieux. Les concurrents ont fait une pause en plein défi, perplexes face à ce changement soudain d'atmosphère. Une tension silencieuse s'est installée dans le studio et les téléspectateurs à la maison sont devenus anxieux. Les mots suivants de Felipe ont été un choc douloureux. Il a révélé qu'un avion de l'armée de l'air chilienne transportant des militaires, des journalistes et le bien-aimé animateur de télévision chilien Felipe Camaraga s'était écrasé. L'avion se dirigeait vers l'île Juan Fernandez pour aider à la récupération après le tremblement de terre de magnitude 8,8 qui avait dévasté le pays. L'avion, un Casa 212, avait tenté 2 fois d'atterrir mais avait été contraint de faire demi-tour à cause du mauvais temps. Il avait disparu des radars et des heures plus tard, il a été confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. Felipe a eu du mal à garder son calme en annonçant la nouvelle dévastatrice à la nation. La diffusion en direct s'est passée du plaisir du jeu télévisé à un moment de chagrin collectif pour tout le pays. Des équipes de secours ont été immédiatement dépêchées, mais les nouvelles ne faisaient
qu'empirer à mesure que des débris étaient en découvert. Des morceaux de l'avion, des effets personnels et finalement les corps des passagers ont été récupérés. Peut-être la découverte la plus troublante est survenue lorsque des plongeurs ont récupéré une caméra dans les décombres. Elle contenait des images prises juste avant le crash, montrant des visages souriants et des conversations légères. Un rappel déchirant de la rapidité avec laquelle la tragédie peut frapper. Cassette. Panama est devenu un symbole de la manière dont des événements réels peuvent interrompre le monde du divertissement, et ce moment tragique reste gravé dans les esprits des Chiliens. Les frontières entre la télévision et la vie réelle sont devenues douloureusement claires, montrant à quel point la vie peut être fragile, même au milieu de quelque chose d'aussi apparemment innocent qu'un jeu télévisé. Numéro 6. La chute tragique de Tetsushi Yanagida. Que se passe-t-il lorsque la frontière entre le divertissement et le danger devient dangereusement mince ? En 2008, l'animateur de télévision japonais Tetsushi Yanagida a appris cette leçon à ses dépens, lors d'une diffusion en direct qui se terminerait en tragédie. Un samedi ensoleillé, l'émission a emmené ses téléspectateurs à l'extérieur dans un champ de riz pittoresque pour un segment léger. Deux concurrents se tenaient en dos à dos sur une petite plateforme en bois, entourée d'eau boueuse peu profonde. Cela semblait être un amusement inoffensif, ludique, et le genre de défi que les téléspectateurs attendaient en un de l'émission. Mais à la fin du tour, la foule a commencé à scander pour que Tetsushi se joigne à eux. Résistant au début, Tetsushi a finalement grimpé sur la plateforme et s'est préparé pour son tour. Dès le départ, il était clair qu'il était désavantagé. Alors que le défi commençait, Tetsushi a rapidement perdu l'équilibre. Dans un effort pour se sauver, il a plongé en avant ne réalisant pas à quel point l'eau était peu profonde. Sa tête a frappé la boue dure en dessous avec une force incroyable, et en un instant, son cou a été écrasé. Son corps est devenu flasque et son visage est resté submergé dans seulement 15 cm d'eau. Ce qui a rendu la situation encore plus tragique, c'est que personne ne réalisait que Tetsushi était gravement blessé. L'équipe pensait qu'il jouait simplement le jeu et ils ont commencé à s'empiler sur lui, lançant de la boue et riant. Il était paralysé et incapable de demander de l'aide. Quand ils ont finalement remarqué que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Tetsushi a été tiré de l'eau à peine en vie. La diffusion est revenue au studio, laissant les téléspectateurs sous le choc. Transporté d'urgence à l'hôpital, Tetsushi a été diagnostiqué avec des blessures cervicales graves et était paralysé du cou vers le bas. Malgré cette tragédie, il est ensuite revenu à la télévision, devenant une source d'inspiration pour beaucoup. Cependant, les images hantées de ce jour restent un douloureux rappel de la rapidité avec laquelle le plaisir peut se transformer en tragédie. Cela soulève des questions inconfortables sur le moment où le divertissement franchit la ligne de l'imprudence et si les téléspectateurs comprennent vraiment les risques réels derrière les rires. L'histoire de Tetsushi rappelle qu'il y a de vraies vies humaines en jeu derrière les caméras. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Le freeze framing est une technologie remarquable. Nous la considérons comme normale, nous la tenons pour acquise, mais aussi récemment que dans les années 90, elle n'existait pas. Cela signifie que nous pouvons maintenant nous extasier devant de vieilles séquences, les gelant d'une manière que les gens de l'époque ne pouvaient pas. Cette image est l'un des exemples les plus infâmes. À gauche se trouve l'image telle qu'elle a été diffusée à la télévision en direct dans les années 80, dans le cadre d'une diffusion en direct sur une télévision locale au Canada. Au cours des années récentes, les gens ont ralenti les images et sont passés image par image en raison d'histoires du plateau sur des événements étranges. Ils ont remarqué que, pendant une demi-seconde, les yeux de la femme devenaient pâles et des taches rouges de sang apparaissaient. Mais ensuite, peu de temps après, tout redevenait normal. Encore plus curieux est-on que la personne en question a ensuite perdu son emploi après qu'il a été découvert qu'elle avait un intérêt pour le satanisme. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 5. L'accident de Wetendas. Que se passe-t-il lorsque la frontière entre le divertissement et le danger devient trop mince ? La réponse s'est révélée en décembre 2010, lorsque Wetendas, l'émission de télévision la plus populaire d'Europe, est devenue le décor d'une tragédie que personne n'a vu venir. Ce programme adoré, regardé par des millions de personnes à travers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, avait toujours été une scène pour des cascades audacieuses, des moments drôles et même des apparitions de célébrités. Des stars d'Hollywood comme Cameron Diaz, Justin Bieber et Tom Hanks participaient régulièrement à l'amusement.
Mais cette nuit fatidique, une cascade ratée allait tout changer. Le format de l'émission était simple. Des gens ordinaires réalisaient des exploits incroyables et le public votait pour le meilleur. Samuel Koch, un cascadeur en formation de 23 ans, était impatient de laisser sa marque dans le monde de l'action et de la performance. Avec sa mère dans le public, Samuel se préparait pour une cascade que personne n'avait jamais tentée auparavant, sautant par-dessus 5 voitures en mouvement avec des bottes à ressort, également connues sous le nom de chaussures de kangourou. Ces bottes lui donneraient la hauteur et le rebond nécessaires pour franchir les véhicules, chacun conduit par des personnes en qui il avait confiance, y compris son propre père. Le premier saut s'est bien déroulé et le public a applaudi. Samuel a franchi la première voiture sans effort. Mais lorsque la deuxième voiture s'est approchée, quelque chose semblait anormal. Samuel s'est écarté, a parlé au conducteur et s'est repositionné. Le troisième saut s'est parfaitement déroulé, mais la quatrième voiture, conduite par son père, était la plus difficile. La tension dans l'air était palpable. Samuel a fait signe, son père a accéléré, et Samuel s'est élancé dans les airs. Mais cette fois, son saut était trop bas. Sa tête a heurté le pare-brise, le faisant s'écraser au sol. Le public en direct a poussé un cri de choc alors que Samuel tombait face contre terre. Les caméras ont coupé sur les visages stupéfaits des juges et l'animateur a immédiatement annulé l'émission. Le poids du moment a été ressenti à travers la nation. Samuel a survécu, mais les conséquences étaient dévastatrices. Il a souffert de 2 vertèbres brisées, le laissant paralysé du cou vers le bas. Le poids émotionnel était également immense, surtout pour son père qui était au volant de la voiture. La culpabilité était insupportable. L'animateur de Wetten Das a démissionné peu après, et l'émission, autrefois connue pour ses cascades audacieuses, n'a jamais pu se remettre complètement. Mais l'histoire de Samuel ne s'est pas terminée dans la tragédie. Malgré ses blessures, il a continué à jouer dans des films comme A Head Full of Honey et 4 Days in May. Il est redevenu un symbole de résilience, montrant au monde que même face à l'adversité, il est possible de continuer. Son histoire rappelle à quel point les choses peuvent mal tourner rapidement lorsque les enjeux sont élevés, et comment la ligne entre le divertissement et le danger peut parfois s'estomper de manière inattendue. Numéro 4. La tragédie de Family Feud. Les jeux télévisés sont censés être amusants. Ils rassemblent les familles, encouragent les rires et offrent une chance de gagner un prix. Family Feud ne fait pas exception, fournissant un divertissement léger à des millions de téléspectateurs. Mais derrière les sourires et les rires, parfois une histoire plus sombre se déroule. En janvier 2020, Timothy Blyfnig et sa famille sont apparus dans Family Feud, partageant des blagues et jouant au jeu. Timothy, avec son charme, a répondu aux questions habituelles, et est même reparti victorieux. Cependant, une réponse s'est démarquée pour toutes les mauvaises raisons. Lorsque Steve Harvey a demandé à Timothy quelle était la plus grande erreur qu'il avait faite lors de son mariage, Timothy a fait une pause, a souri et a livré une blague qui serait retenue pour toutes les mauvaises raisons. « Je le fais », a-t-il dit. Le public a ri de manière gênée, et même la femme de Timothy, Rebecca, semblait visiblement mal à l'aise. Ce qui était censé être une réponse ludique semble maintenant étrangement glaçant avec le recul. Avançons jusqu'en 2023. La relation de Timothy et Rebecca s'était détériorée. Bien qu'ils ne soient un ou pas officiellement divorcés, ils vivaient sans main séparément. Et les tensions étaient élevées et les choses ont dangereusement dégénéré. Rebecca a demandé une ordonnance de protection, craignant pour sa sécurité. Le 23 février 2023, la tragédie a frappé. Des coups de feu ont retenti depuis la maison de Rebecca et un membre de la famille a ensuite découvert son corps. Elle avait été abattue 14 fois et la porte de sa chambre avait été forcée. L'ancienne maison de banlieue paisible est devenue le théâtre d'un crime brutal. Les enquêteurs ont rapidement tourné leur attention vers Timothy et le 13 mars, il a été arrêté. Il a ensuite été condamné pour homicide. L'homme qui était apparu dans Family Feud, plaisantant avec Steve Harvey, faisait maintenant face à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de sa femme. La nation est restée stupéfaite par ce tournant choquant des événements. Le moment qui semblait être une blague inoffensive semblait maintenant être une prémonition troublante. Timothy a été condamné à la réclusion à perpétuité en août 2023, laissant beaucoup se demander comment quelqu'un d'aussi charmant avait pu commettre un crime aussi horrible. En repensant à l'épisode de Family Feud, cette blague maladroite semble maintenant être un avertissement troublant. Cela soulève une question glaçante. À quel point connaissons-nous vraiment les personnes que nous voyons à la télévision ?
La ligne entre la réalité et le divertissement peut parfois s'estomper, nous laissant nous interroger sur ce qui se passe en coulisses. Numéro 3. L'histoire de Renard Spivet. Les émissions de tribunal de réalité offrent souvent un drame excessif, des disputes sauvages et des moments d'humour inattendus. Christina's Court, animée par la juge Cristina Pérez, n'était pas différente. L'émission avait sa part de cas extravagants, tous avec une touche comique. L'un des moments les plus mémorables s'est produit lors d'un épisode viral lorsque le comédien Sean Harris a poursuivi son ex-petite amie pour loyer impayé. L'affaire était légère, pleine de blagues, et comportait même des moments ludiques de l'audience. À un moment donné, la juge Christina s'est tournée vers son huissier, Renard Spivey, et lui a demandé depuis combien de temps il était marié. Avec son calme habituel, Renard a répondu « 7 ans ». Harris a alors plaisanté en disant « Regardez-le, il a l'air en colère ». La salle d'audience a éclaté de rire, et même Renard a esquissé un sourire. C'était l'un de ces moments légers qui semblaient inoffensifs, juste un autre moment amusant dans une émission de tribunal de réalité. Cependant, personne n'aurait pu prédire à quel point ce commentaire deviendrait sombrement prophétique. Près d'une décennie plus tard, en 2019, Renard Spivey s'est retrouvé au milieu d'une tragédie réelle. Lui et sa femme, Patricia, avaient eu une dispute intense chez eux. La lutte provenait apparemment d'accusations d'utilisation de stéroïdes et d'infidélité. Les émotions ont monté et dans le feu de l'action, Renard a saisi son arme. 2 coups de feu ont été tirés. Patricia était tuée. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé le corps de Patricia dans un placard et Renard souffrant d'une blessure par balle à la jambe. Il a affirmé que la blessure était accidentelle. Le procès qui a suivi a été rempli de contradictions, de crises émotionnelles et d'histoires contradictoires. En fin de compte, le tribunal a statué que la fusillade était involontaire et Renard a été acquitté. Pour ceux qui avaient regardé Renard Spivey pendant des années dans le tribunal de Christina, la nouvelle était difficile à digérer. Comment l'huissier calme et posé a-t-il pu être impliqué dans un événement aussi tragique ? Son histoire rappelle de manière frappante que les personnes que nous voyons à la télévision, peu importe à quel point elles nous semblent familières, sont tout aussi capables d'être prises dans un drame réel que n'importe qui d'autre. Numéro 2. Une histoire racontée par 60 minutes. Imaginez-vous réveillé après des années d'être piégé dans le temps. Le monde a avancé, mais vous êtes coincé dans le passé, incapable de comprendre pleinement ce qui s'est passé ou combien vous avez manqué. C'était la réalité de Donald Herbert, un pompier et homme de famille dont l'histoire est devenue un voyage émotionnel partagé avec des millions de personnes sur 60 minutes. Pendant plus de 5 décennies, 60 minutes a captivé le public avec ses reportages d'investigation et ses histoires humaines captivantes. C'est un incontournable de la télévision américaine, ayant reçu de nombreux prix pour ses récits puissants. L'une des histoires les plus inoubliables diffusées par 60 minutes était celle de Don Herbert. Le 28 décembre 1995, Don combattait un incendie à Buffalo, New York, lorsque la catastrophe t'a frappé. Il était sur le toit d'un bâtiment en feu lorsque le toit s'est effondré sous lui. Don est tombé dans les flammes, inconscient et piégé. Le sauvetage a été un effort héroïque, alors que ses camarades pompiers luttaient à travers une épaisse fumée et des débris pour le tirer en sécurité. Mais les dégâts étaient sévères. Don avait subi des blessures catastrophiques. Il était devenu aveugle, incapable de parler, et souffrait de lésions cérébrales étendues. Les médecins ont donné un pronostic sombre, affirmant qu'il ne se remettrait jamais. Don est tombé dans un état de conscience minimal où il est resté pendant près d'une décennie, incapable de manger, de parler ou de comprendre le monde qui l'entourait. Sa famille, dévastée mais pleine d'espoir, lui rendait régulièrement visite, espérant toujours un miracle. Puis, après 10 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un simple ajustement de son médicament a fait que Don a ouvert les yeux et a prononcé ses premiers mots. « Je veux parler à ma femme ». La famille, qui avait attendu si longtemps un signe de vie, était submergée. Don a passé les 14 heures suivantes à parler à ses proches, posant des questions sur ses enfants, ses amis et tout ce qu'il avait manqué pendant ces longues années de silence. C'était une belle réunion émotionnelle, capturée sur caméra pour que le monde puisse voir. Cependant, la récupération était loin d'être simple. Don a lutté contre un profond traumatisme physique et émotionnel. Il revivait souvent le cauchemar de ce jour-là, se débattant dans son sommeil, incapable d'échapper au souvenir de l'incendie qui avait failli le tuer. Son corps, affaibli par des années d'inactivité, ne pouvait pas se remettre complètement des blessures.
Juste un an après son remarquable réveil, Don est décédé de pneumonie et de complications liées à ses blessures. Son histoire, bien que déchirante, était un rappel de la volonté humaine de survivre et de l'impact profond de l'amour et de la famille. Elle soulève la question poignante. Si vous vous réveillez après 10 ans, que diriez-vous? Et qui voudriez-vous à vos côtés lorsque cela arriverait? Numéro 1. Le criminel qui a trompé l'Amérique. Imaginez regarder un homme charmant à la télévision, souriant avec confiance en parlant de son histoire de rédemption, ses crimes passés n'étant qu'un lointain souvenir. C'est l'histoire d'Edward Wayne Edwards, un homme qui a trompé des millions de personnes avec son charisme, dupant à la fois un public national et les forces de l'ordre pendant des décennies. En 1972, Edwards est apparu dans le jeu télévisé To Tell the Truth, un programme populaire où des candidats prétendaient être quelqu'un d'autre pendant qu'un panel de célébrités essayait de deviner qui disait la vérité. Le twist, Edwards, qui avait été autrefois sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI, s'est présenté comme un criminel réformé, désireux de laisser son passé derrière lui. Edwards, un criminel de carrière avec un passé de vol, de contrefaçon et d'évasion de prison, a été présenté comme un homme qui avait changé de vie. Dans l'émission, il a parlé de son désir de rédemption et de seconde chance, présentant une histoire d'espoir. Dans ses mémoires Metamorphosis of a Criminal, Edwards se vantait de n'avoir jamais porté de masque lors de ses vols, se qualifiant fièrement d'Ed Edwards, Master Crook. À l'époque, les téléspectateurs croyaient qu'ils assistaient à la transformation d'un homme de méchant à héros, mais la vérité était bien plus sombre. Au fil des ans, Edwards a disparu des écrans radars. Il a mené une vie tranquille, apparemment installée et éloignée de son passé criminel. Mais en 2009, sa fille Avril a commencé à remettre en question le passé de son père. Elle a commencé à relier les points entre son histoire et plusieurs meurtres non résolus. Son enquête l'a conduite à des affaires froides, étrangement liées à son père. Après avoir partagé ses découvertes avec la police, Edwards a été arrêté. Ce qui a suivi a choqué la nation. Edwards a avoué 5 meurtres, 2 en 1980. Un jeune couple en 1977 et son fils adoptif en 1996. Les enquêteurs estiment que le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé, certaines estimations suggérant qu'il pourrait être lié à au moins 15 affaires non résolues. La révélation glaçante concernant Edwards ne s'est pas arrêtée là. À mesure que les détails de ses crimes émergeaient, des théories folles ont vu le jour. Certains ont spéculé qu'Edwards pourrait avoir été le tristement célèbre Zodiac Killer, bien que cette affirmation reste non prouvée. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'Edward était un maître manipulateur. Il n'a pas seulement trompé ses victimes, il a trompé toute une nation. Pendant des années, il a souri devant les caméras, jouant le rôle d'un homme réformé, tout en cachant son passé horrible. Son histoire est un rappel frappant de la facilité avec laquelle un criminel peut se cacher à la vue de tous, créant une nouvelle identité tout en laissant derrière lui un sillage de destruction. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais vue à la télévision? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.